Aujourd'hui, on va parler de la série Stranger Things. Je viens de finir la saison 4 et je suis à fond dedans en ce moment. Mais sérieux, j'ai l'impression de faire partie d'une secte. J'essaye de convaincre tout le monde de regarder et j'en parle tout le temps. Ah, sont sympas tes photos des vacances à Tahiti là. En parlant de Tahiti, t'as regardé la saison de Stranger Things? Le rapport? Ben, à un moment t'as du sable et t'as une planche de surf. Ouais, c'est pour ça m'a direct pensé, tu vois. Ouais. T'as regardé ou pas? Non? Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà le cas. C'est super motivant pour moi et ça fait toujours plaisir. Il va y avoir du spoiler ou pas? Bah disons que oui et non. Il n'y a pas directement de gros spoilers, mais c'est quand même mieux d'avoir vu la saison 4. C'est pas grave, j'ai déjà vu la saison 4 de toute façon. Allez, générique. Bon, déjà, revenons aux origines de la série. De base, la série devait être une anthologie. Autrement dit, chaque saison devait raconter une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. D'ailleurs, les personnages d'Eleven et de Steve devaient mourir à la fin de la première saison. Bon, au final, ils se sont dit, ouais, peut-être un truc à faire avec ces acteurs, tu vois. Et au final, c'est devenu une série dont les saisons se suivent. Et merci les Duffer Brothers pour ça. Quel gâchis ça aurait été sinon. Et si Vecna était là depuis la première saison? C'est une des théories qui a émergé sur internet. En effet, le compte officiel de Netflix a lui-même publié des images où on voit le monstre qui a kidnappé Will dans la première saison. Et il faut se le dire, il ressemble carrément à Vecna. Alors, théorie vraie ou non, je vous laisse juger en commentaire. Dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler du costume de Vecna qui est assez fou. Contrairement à beaucoup de costumes qui sont créés par CGI, le costume de Vecna est un vrai costume fait avec plusieurs morceaux de prothèses portés par l'acteur Jamie Campbell Bower. Il leur fallait plus de 7 heures par jour pour mettre le costume et les prothèses et maquiller l'acteur. Jamie devait parfois venir à 1 h du matin pour mettre son costume et pour pouvoir tourner ensuite ses scènes avec les autres acteurs. Il leur fallait ensuite 1 heure pour tout enlever. Le mec faisait déjà l'équivalent d'une journée de travail complète juste pour mettre son costume. C'est également sa voix qui est utilisée dans la série et qui n'est quasiment pas retouchée. I saw a means to realize my potential, to transcend my human form, to become the predator I was always born to be. Jamie a d'ailleurs vraiment su se mettre dans la peau du personnage. Apparemment, quand on lui mettait le costume, il ne parlait presque pas, il écoutait des musiques sombres et il restait souvent seul. On l'a d'ailleurs retrouvé une fois seul dans une chambre du labo en train de regarder des araignées dans un bocal, comme le fait son personnage enfant. J'ai une question. Comment il faisait pipi? Alors effectivement, c'était assez compliqué quand il devait aller aux toilettes. Il explique dans une interview qu'en fait, le bas de son costume ressemblait à un pantalon qu'il pouvait enlever, mais le haut était relié entre ses jambes comme un body. Du coup, c'était assez compliqué. Sans compter le fait qu'il avait des doigts de 30 cm d'un côté et des ongles très longs de l'autre. Donc il dit lui-même qu'il pouvait quasiment rien toucher et qu'il avait parfois besoin de quelqu'un pour l'aider. Je vous laisse imaginer cette scène. Alors, il est un peu moins effrayant avec Na maintenant, non? En parlant de costume, perso en voyant Eleven dans la saison 4, je me suis demandé si elle s'était re-rasé la tête comme dans la saison 1 ou pas. D'ailleurs, dans la première saison, Millie Bobby Brown ne voulait pas se raser la tête. Les producteurs ont dû lui montrer des images de Charlize Theron dans Mad Max et lui dire qu'elle aurait l'air plus badass comme ça. Du coup, elle a accepté. Mais dans la saison 4, Millie Bobby Brown porte une perruque, elle ne s'est donc pas re-rasé la tête. Par contre, l'actrice qui joue Eleven jeune, Marty Mary Blair, elle n'a pas échappé au rasage de tête. Alors on pourrait se dire, bon ok, c'est pour jouer dans Stranger Things, t'acceptes de te raser la tête, ça peut être un tremplin énorme pour ta carrière. Sauf que c'est pas son visage qu'on voit dans la série. En fait, Millie Bobby Brown, qui joue Eleven, a fait des captures d'expression faciale pour les ajouter ensuite au visage de Marty, donc au personnage d'Eleven jeune. Mais t'inquiète, ça va t'aller super bien les cheveux courts. Et puis regarde Millie, t'as vu la méga star que c'est devenu? Bon, bah c'est bien rasé la tête dans la saison 1. T'inquiète, fais-moi confiance. Few moments later. Dis-moi, tu lui as dit qu'on verrait pas sa tête dans la série? D'ailleurs, pour les scènes où on voit Eleven jeune, les réalisateurs ont aussi utilisé des rushs de la première saison, donc où Millie était plus jeune. La saison 4 montre aussi le retour de Dacre Montgomery qui joue Billy dans la série. Sauf qu'à cause du Covid, le tournage n'a pas été des plus simples. En effet, Dacre était coincé en Australie où il vit, et du coup, il n'a pas pu tourner ses scènes avec les autres acteurs. Et notamment la scène où il interagit avec sa sœur Max, jouée par Sadie Sink, qui elle était aux États-Unis. Ils ont donc tourné leurs scènes séparément.
Sadie aux États-Unis et Dacre en Australie, et il était dirigé par Sean Levy, un des showrunners de la série, sur l'application Zoom. Comme quoi Zoom, c'est pas juste fait pour les cours à distance et les réunions un peu chiantes. Ils ont aussi utilisé une doublure de Dacre pour permettre de l'interaction entre les acteurs. Malgré le fait que les réalisateurs soient ultra pointueux sur les détails, et on le verra d'ailleurs dans la suite de cette vidéo, ils sont passés à côté d'un truc énorme. Dans l'épisode 2 de la saison 4, on voit sur un enregistrement que la scène se déroule le 22 mars 86. Or, dans la première saison, on apprend que le 22 mars, c'est l'anniversaire de Will. Mais là, dans la saison 4, tout le monde s'en fout. Alors des théories ont émergé, on pourrait croire que c'est fait exprès, car Will, il prend un peu cher dans cette saison. Je vois que clairement, il est mal dans sa peau, il se sent délaissé par son meilleur pote, duquel il semble être un peu amoureux, etc. Donc on pourrait penser que c'est pour appuyer ce sentiment que personne ne lui souhaite son anniversaire. Mais en fait non, les Duffer Brothers ont clairement expliqué que c'était une erreur de leur part. Ils ont oublié que c'était l'anniversaire de Will. Pauvre Will. Un des éléments phares de Stranger Things, c'est bien évidemment sa BO. Et dans cette saison 4, plusieurs morceaux des années 80 ont eu le droit à leur retour sur le devant de la scène. Et notamment le célèbre Running About That Hill. Et notamment le célèbre Running About That Hill de Kate Bush, sorti en 85. La coordinatrice des musiques de la série, Nora Felder, explique dans une interview qu'elle avait peur que Kate Bush refuse qu'il utilise sa chanson car elle est très protectrice de son œuvre. Mais heureusement, la chanteuse était une fan de la série et a accepté. La musique s'est alors retrouvée en tête des charts alors qu'elle n'avait pas dépassé la 3e place lors de sa sortie. Mais Kate Bush n'est pas la seule à avoir profité du succès de la série. C'est aussi le cas de Metallica qui a vu son morceau Master of Puppets regrimper en tête des écoutes grâce au dernier épisode de la saison 4 où on voit Eddie Munson, interprété par Joseph Quinn, jouer le morceau. Une semaine après la diffusion de l'épisode, le morceau de Metallica, sorti en 86, s'est classé 17ème des titres les plus écoutés sur Spotify au niveau mondial. D'ailleurs, petite anecdote, l'album du même nom, Master of Puppets, est le premier album métal à entrer en 2016 dans la bibliothèque du Congrès américain. Bon, techniquement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Peut-être que l'album doit être dans un disque dur rangé dans une forteresse surveillé par des Stormtroopers avec ordre de tirer sur celui qui oserait le voler. Je sais pas. Non, en vrai, cette collection compte 450 disques et pour y rentrer, il faut que l'album ait introduit des changements majeurs en termes culturels, historiques et esthétiques et qu'il ait au moins 10 ans. Pour des raisons évidentes de droit d'auteur, je vous invite à l'écouter par vous-même, les morceaux sur YouTube ou Spotify. Hein. J'ai pas les droits, je ne m'appelle pas Netflix. Les réalisateurs de Stranger Things sont fans des easter eggs et autres petits détails cachés que seuls les fans attentifs peuvent repérer. Je vous ai fait une petite liste, non exhaustive, des meilleurs easter eggs de la saison 4. Dans la saison 4, on peut voir un numéro sur le camion pizza de Argyle. Et bien ce numéro existe vraiment, et si vous l'appelez, vous tomberez sur un message préenregistré d'Argyle dans lequel il vous explique comment faire une pizza à l'ananas, tout en précisant que les morceaux de fruits sont en conserve. Comme moi. Après, chez Surfer Boy, à part l'ananas qui sort d'une boîte de conserve. Mais je vous conseille quand même de mettre quelques tranches bien juteuses sur votre pizza. Oh, des fruits sur une pizza, c'est dégueu, vous dites? Mais l'essayer, c'est l'adopter, croyez-moi. Mais ce n'est pas le seul numéro de la série que vous pouvez appeler. Il y a aussi le téléphone de Murray. Si vous l'appelez, vous tomberez sur le message suivant. Bonjour, vous êtes bien à la résidence de Murray Bowman. Maman, si c'est toi, raccroche et appelle-moi entre 17 et 18h, comme nous l'avons déjà dit, d'accord? Si c'est Joyce, merci d'avoir appelé, j'ai essayé de te joindre, j'ai des nouvelles. Il s'agit de... eh bien, il est probablement préférable que nous en parlions en personne. Ce n'est ni bon ni mauvais, mais c'est quelque chose. Il y a également beaucoup de références, comme dans cette scène où on peut voir Max et Lucas habillés comme les acteurs de la série That 70's Show. Il y a aussi beaucoup de références à Spielberg dont les Duffer Brothers sont de grands fans, comme par exemple cette affiche des Dents de la Mer dans la chambre de Will, ou cette référence au film E.T. lorsque Dustin appelle Steve depuis une cabine téléphonique. On a aussi des références liées au lieu de tournage. Par exemple, le vidéo store dans lequel travaillent Robin et Steve, Family Video, existe vraiment aux États-Unis. Le dernier vidéoclub de la chaîne a d'ailleurs fermé en mars dernier. Et on a aussi l'asile de Penhurst dans lequel se rendent Robin et Nancy pour interroger Victor Creel. L'asile a vraiment existé, il se trouvait en Pennsylvanie et a fermé en 87. Et depuis, c'est devenu une maison hantée. Enfin, on a une référence claire à l'un des films d'horreur des années 80, Freddy et les Griffes de la Nuit. Et qui de mieux pour ça que l'acteur principal du film, Robert Englund, qui joue Victor Creel. Au début de sa première scène, on le voit griffer la chaise de sa cellule, référence directe aux grandes lames de rasoir au bout de doigt de Freddy Krueger. Comment parler de la saison 4 de Stranger Things sans parler d'Eddie Munson, merveilleusement interprété par Joseph Quinn. Avant de jouer dans Stranger Things, cet acteur britannique a participé à quelques films et séries, notamment Dickensian ou Catherine the Great,
mais c'est vraiment le personnage d'Eddie Munson qui l'a propulsé au rang de star internationale adorée par les fans. Mais pourtant, même si aujourd'hui on ne verrait personne d'autre interpréter son personnage mieux que lui, l'acteur n'avait vraiment pas confiance en lui lors du casting. Il explique dans une interview qu'il pensait au début que les Duffer Brothers, donc les créateurs de la série, s'étaient trompés en engageant. Joseph Quinn n'avait envoyé que 2 enregistrements de lui pour le casting, notamment celui de la scène de la cantine où on découvre le personnage. Mais cela a suffi à convaincre les producteurs et on comprend clairement pourquoi. We're the freaks because we like to play a fantasy game. But as long as you're into band or science or parties or a game where you toss balls into laundry baskets, you want something freak? Joseph a également mis à profit ses talents de guitariste pour la série, vu que c'est en partie lui qui joue Master of Puppets dans la célèbre scène de l'épisode 9. On peut notamment le voir s'entraîner sur une vidéo postée par Netflix qui a fait le tour d'internet. Seuls les plans serrés sur ses mains lors du solo très rapide ont été faits par le guitariste Aidan Fisher. On est d'accord pour dire que Eddie, c'est le meilleur personnage de la série. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré. D'ailleurs, en parlant d'Eddie, saviez-vous que le personnage d'Eddie Munson est inspiré d'une vraie personne? Et oui, les Duffer Brothers se sont servis d'une histoire criminelle datant des années 80. Dans les années 80, il y a une sorte de vent de panique aux États-Unis, comme quoi certains jeux comme Donjons et Dragons ou certains styles de musique étaient liés à des cultes sataniques. Et 3 jeunes de l'époque, Damien et Scholz, Jesse Miskelly Jr. et Jason Baldwin, âgés entre 16 et 18 ans, en ont clairement fait les frais. Dans la ville de West Memphis, une enquête pour le meurtre de 3 jeunes garçons de 8 ans a été ouverte et les 3 jeunes hommes ont directement été accusés sans fondement réel des meurtres. La raison? Ils écoutaient du métal, ils s'habillaient un peu différemment des autres, etc. Et cela a suffi pour que tout le monde pense qu'ils étaient sataniques. Les raccourcis quoi. Damien et Scholz, l'un des accusés, raconte que lors de son procès, ils ont pris comme preuve le fait qu'il lisait des livres de Stephen King et que ça prouvait qu'il était satanique. The way I dressed, the music I listened to, the books I read, you know, as evidence at the trial, they actually introduced things like Stephen King novels. They said that was proof that I was satanic. Alors aujourd'hui ça peut paraître totalement hallucinant, sauf que 2 des 3 ont été condamnés à perpétuité et Damien et Scholz a été condamné à mort. À force de faire appel et le fait que le procès était rendu public, les 3 jeunes renommés les West Memphis Street sont finalement sortis de prison au bout de 20 ans et un documentaire appelé Paradise Lost a été créé pour raconter leur histoire. Damien et Scholz a déclaré sur Twitter qu'il se sentait vraiment honoré qu'Eddie soit inspiré de lui et que la série ait apporté un regard nouveau à l'affaire. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne. Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de la saison 4 de Stranger Things. Perso, je pense que vous savez ce que j'en pense. J'ai adoré. Et si vous n'avez pas encore regardé la saison ni la série complète, oh, on va faire de la vidéo, on ouvre Netflix là. Allez, pop pop. Allez, salut.